Le balado « Décarboner un bâtiment à la fois » vous est présenté par Secobois, un organisme qui soutient les professionnels de la construction en bois. Bienvenue au balado « Décarboner un bâtiment à la fois », le balado qui explore comment chaque bâtiment peut devenir un allié dans la lutte contre les changements climatiques ou chaque action compte dans la création d'un avenir plus durable. Si vous êtes curieux de savoir comment réduire l'empreinte carbone de nos bâtiments, ce balado est fait pour vous. Épisode 3. Entre pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, réduire son impact. Intégrer des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance au sein des entreprises est le rôle des facteurs ESG. Bien plus qu'une mode, les facteurs ESG révolutionnent la façon dont nous évaluons la durabilité et la responsabilité des entreprises. Dans cet épisode, nous allons plonger dans les opportunités que représente le carbone intrinsèque et les facteurs ESG pour les professionnels et les entreprises. Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado Décarboner un bâtiment à la fois. Je m'appelle Charles Breton, je suis étudiant au doctorat au CIRCERB, la chaire industrielle de recherche sur la construction éco-responsable en bois à l'Université Laval. Dans cet épisode dédié aux facteurs ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, on va s'intéresser à différentes choses, notamment le carbone intrinsèque, toute la gestion des risques associés aux investissements. Pour discuter de ça avec nous aujourd'hui, j'ai Juliane Chaillé qui est avec nous. Juliane est vice-présidente en responsabilité d'entreprise chez AGECO et présidente du conseil d'administration de Bâtiments durables Québec. On a aussi Serge Cormier qui est vice-président ESG, création de valeur et immobilier durable au Fonds immobilier de solidarité FTQ. Bienvenue. On entend de plus en plus parler de carbone intrinsèque. On sait que certaines villes canadiennes ont déjà commencé à l'encadrer. Les codes modèles de 2030 vont inclure des seuils de performance. Donc, peut-être pour briser la glace, qu'est-ce que le carbone intrinsèque et pourquoi est-ce que c'est important de le considérer dans le secteur du bâtiment aujourd'hui? Première bonne question. Merci beaucoup. En fait, le carbone intrinsèque, si on veut le résumer, c'est assez simple. C'est celui qui réfère aux matériaux, finalement. Donc, que ce soit de l'extraction de la matière première, la fabrication, la mise en forme, en passant par les différents transports et la gestion en fin de vie du produit de construction, qu'on espère le plus long possible, en fait, sa durée en tant que telle. Donc, on va comprendre, en fait, l'impact environnemental relié au changement climatique pour le matériau. Donc, on va aussi parler d'empreinte carbone, parfois, carbone intrinsèque relié au matériau. Et on fait souvent la différence avec ce qui est opérationnel. Donc, opérationnel va être lié à l'énergie. On a la conversation de l'opérationnel depuis de longue date. Ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on en discute. Et là, on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a une importance d'intégrer le carbone intrinsèque dans nos projets de construction. Et ce n'est pas le plus facile avec lequel travailler. On y travaille étroitement, nous autres, pour essayer de bien comprendre comment on peut agir dessus. Puis effectivement, que c'est pas si simple que ça. Justement, peut-être du point de vue de la science, mais aussi du point de vue des investisseurs, où on est rendu cette science-là du carbone intrinsèque? À quel niveau de maturité ou de transparence en sont rendus les outils? Est-ce qu'on est au premier balbutiement? Est-ce que c'est établi? J'aimerais vous entendre là-dessus. Bien, si je prends le côté peut-être scientifique, pour avoir eu la chance de participer au balbutiement au début des années 2000, donc au niveau du carbone intrinsèque ou encore de l'impact environnemental des matériaux, si on retourne fin des années 90, début 2000, on avait des bases de données là, qui étaient à peu près de 5 matériaux de construction à travers le Canada. Donc, tout ça a été établi. Ça nous a pris des années à construire, etc. Et donc, on travaillait avec environ 5 données. Aujourd'hui, on travaille avec des milliers de données sur le secteur de la construction, des données qui ont été créées à peu près partout dans le monde. On le voyait également présentées aujourd'hui en France, aux États-Unis, au Canada. Donc, on a vraiment évolué à travers cette, je dirais, quantification de l'impact carbone des matériaux et des produits de construction. Dans le marché de la finance, c'est un peu plus récent. On s'applique depuis déjà assez longtemps à diminuer le carbone opérationnel, à le quantifier d'abord, puis à le diminuer ensuite. Puis je pense qu'on a développé un certain nombre de facilités ou de compétences pour le faire. Maintenant, du point de vue intrinsèque, c'est une autre histoire. C'est plus récent au niveau des finances. On a
On apprend présentement à composer avec le carbone intrinsèque, comment on peut arriver à choisir les bons matériaux, à choisir les bons assemblages. C'est important pour les financiers ou pour les investisseurs, à mon sens, de bien s'entourer maintenant pour être capable de faire un travail adéquat en matière de décarbonation intrinsèque. À cet égard, si je peux faire une petite anecdote, justement, en termes de maturité, en 2010, il y avait un grand projet carbone au Québec, Empreinte Carbone Québec, puis on avait décidé de ralentir la cadence pour le développement d'empreintes carbone à cette époque-là en se disant il y a beaucoup trop d'incertitudes reliées aux données. Et là, effectivement, ce qu'on voit, c'est la finance qui dit non, maintenant, on doit emboîter le pas et on doit faire des efforts peut-être accélérés, disons, pour fournir l'information. La réglementation également est en train de prendre une place. Parce que c'est ça, il existe de la donnée québécoise, entre autres dans les bases de données d'analyse du cycle de vie, mais est-ce qu'il y a des... Je pense à un projet que je faisais récemment, puis je cherchais des déclarations environnementales de produits pour le Québec. Est-ce qu'il y a des endroits, à ta connaissance, Juliane, où ces données sont accessibles, où un professionnel pourrait avoir accès facilement à de la donnée sur les matériaux qu'on utilise au Québec en termes de carbone intrinsèque ou même d'impact environnemental en général? C'est une bonne question. En fait, si on fait la genèse de ces déclarations environnementales de produits, que sont en fait la documentation de l'impact environnemental selon différents indicateurs ou enjeux environnementaux, c'est une excellente question. Donc, la déclaration au départ a commencé justement par les différentes certifications du bâtiment durable, dont LEED en Amérique du Nord, puisqu'elle était demandée. Elle n'était pas exigée, mais elle était demandée. Et on a pu voir aux États-Unis, notamment, de plus en plus d'associations décider de se mettre ensemble pour développer des déclarations environnementales de produits. Et peut-être au tournant des années 2015, on a vu les premières déclarations environnementales de produits aussi au Canada commencer à émerger. Il n'y avait pas nécessairement de plateforme d'opérateurs de programmes au tout début. Les opérateurs de programmes se sont mis ensemble pour tenter de faire la divulgation plus rapide de ces déclarations environnementales de produits. Il y a encore des chemins qui sont parfois en silo, donc des opérateurs qui vont décider de publier sur leur propre plateforme. Il y a un outil quand même présent aux États-Unis qui a été un des outils peut-être le plus grand accélérateur, qui est l'outil EC3, qui au départ était plutôt pour certains types de produits, dont le béton et le ciment, mais qui finalement a décidé de démocratiser à l'ensemble des matériaux et produits de construction. Et ce qui est assez intéressant avec cet outil-là, c'est qu'on est capable de faire quand même assez rapidement des comparaisons de données par famille de produits, par fonctionnalité, etc. Et donc, ça devient vraiment intéressant de comprendre ces données-là. Et peut-être juste un dernier bon, mais évidemment que l'intelligence artificielle viendra changer la donne assez rapidement. Assurément, oui. Puis la quantité de données disponibles, comme leur qualité, sont essentielles pour nous permettre de faire une bonne analyse du contenu carbone de nos projets, du carbone intrinsèque, entre autres. Hein. Puis, à ce niveau-là, je dirais que l'offre et la demande est en train de faire changer les choses. Là, l'offre sur le marché, on le voit, les DEP se sont développés, les professionnels sont prêts, l'industrie de la construction s'est beaucoup améliorée. Mais tout ça, ça restait un peu en cercle fermé parce que la demande n'y était pas, ou en tout cas, il y était peu. Maintenant, au niveau des investisseurs, je vais parler des investisseurs parce que je suis dans ce milieu-là. Une fois la prise de conscience ayant été faite, les investisseurs sont en train d'augmenter la demande. Ça fait que je pense qu'il va y avoir une accélération là, graduellement, mais peut-être même assez rapide, de comment le marché va se développer. Puis j'ajouterais à ça que malgré les DEP, malgré la volonté des investisseurs et tout ça, il y a un élément essentiel dans la décarbonation intrinsèque, c'est l'inventaire des matériaux. Et dans les projets moindrement d'envergure, ça prend des plateformes comme BIM pour être capable de nous aider en construction neuve, entre autres, à inventorier ce qu'on est en train de vouloir construire et à pouvoir le modéliser. Donc, si tu n'as pas un outil qui est aussi performant que BIM, ou il y en a peut-être probablement d'autres, ça ralentit passablement la démarche, puis ça la rend complexe. Parce que c'est ça, au niveau des investisseurs, le carbone, puis là, maintenant le carbone intrinsèque, c'est seulement une partie des risques avec lesquels vous devez composer. Quand j'ai introduit l'épisode du balado d'aujourd'hui,
on parlait des facteurs ESG. Le carbone, c'est une partie. Est-ce que c'est une partie importante, de plus en plus importante, ou quels autres risques à considérer? Nous, on la considère comme étant prioritaire. Le carbone, on le considère comme étant prioritaire. Et je m'explique, on parle souvent de ESG, d'immobilier durable, de bâtiments durables, de toutes sortes d'éléments comme ça. Le ESG, pour nous autres, c'est réellement une façon d'analyser, en fait, un processus qui nous permet d'analyser nos risques et nos opportunités en investissement. Donc, c'est à partir de l'ESG qu'on a fini par cibler le carbone comme étant un des risques importants que nos portefeuilles supportent. Puis je m'explique pourquoi. On a tendance à croire, en parlant carbone, peu importe la somme, le carbone total, là, en parlant carbone total, on a tendance à penser à l'apparition de la taxe carbone puis comment elle va toucher les portefeuilles d'investissement, les portefeuilles de bâtiments. Sauf que ça va beaucoup plus loin que ça, là. Quand on pense aux risques qui guettent nos portefeuilles, et ils sont tous associés au carbone, on pense par exemple au risque d'augmentation des coûts de l'énergie, carbone intrinsèque, opérationnel. On pense, par exemple, à l'apparition de la taxe carbone. On en parle. On sait pas on sait que ça va nous toucher. On ne sait pas à quel degré ça va nous toucher. On pense, par exemple, aux assureurs qui commencent, dans certains pays, à refuser d'assurer des projets qui sont pas... qui leur transfèrent un risque trop grand en matière carbone. Puis, je ne vais même pas jusqu'à la réglementation qui évolue puis qui va certainement changer au cours des prochaines années. Ça fait que donc, pour nous autres, l'ESG nous aura permis d'identifier ces risques-là associés au carbone qui sont passablement importants pour la pérennité d'un portefeuille d'investissement en bâtiment. Et ça nous amène au point où on change le contenu de nos proformas financiers pour en tenir compte maintenant. Tout ça, c'est associé au maintien de la juste valeur marchande de nos actifs dans le temps, si on veut les protéger. Puis peut-être, je ne sais pas si vous avez des anecdotes ou des exemples, comment ce contexte changeant-là de l'investissement peut venir affecter directement les professionnels dans le secteur du bâtiment ou, par exemple, si on parle des professionnels qui vont travailler sur un projet, comment ça peut venir influencer ou modifier leur pratique ou diriger leur choix peut-être? Peut-être comme première réflexion, évidemment, on passe d'une vision très opérationnelle, donc tout ce qui était énergétique au départ, donc dans une vision d'efficacité, peut-être même parfois d'avoir certains systèmes mécaniques qui se voyaient augmenter en termes de résilience. Là, on réfléchit autrement. Donc, on vient réfléchir, si on met la portion carbone intrinsèque, on vient réfléchir au système constructif, à la résilience, aussi au niveau des matériaux, au niveau de la durabilité dans le temps de ces systèmes-là. Donc ça, c'est des éléments qui n'étaient peut-être pas tant autour de la table il y a une vingtaine d'années et là, qui viennent changer. Donc, on a une autre voie autour de la table dans les processus de réalisation de projets qui vont venir nous faire réfléchir autrement le système constructif à travers cette nouvelle dimension de carbone. Et c'est souvent, là, on les prend en silo à l'heure actuelle, mais c'est souvent interrelié. D'ailleurs, l'approche cycle de vie ne le prend jamais en silo. On va vraiment regarder l'influence d'un choix d'un système constructif à chacune des étapes du cycle de vie, comme tu le mentionnais tout à l'heure, pour éviter d'avoir fait des transferts d'impact d'une étape à l'autre, par exemple. Donc, est-ce que le fait de réduire la consommation d'énergie va venir augmenter à certains égards d'une quantité de matériaux, par exemple, même pour les systèmes mécaniques? On en parle un peu plus en France qu'ici au Québec, mais il y a des enjeux aussi de carbone intrinsèque reliés au système mécanique. Et donc, tout est interrelié et c'est une nouvelle voie autour de la table, finalement, qui vient s'installer, une nouvelle profession. Et là, peut-être qu'on parlera aussi de formation de l'ensemble de la chaîne. Oui, absolument. Mais j'ajouterais que nos professionnels vont sentir de forts incitatifs dans les prochaines années, à très court terme, je dirais même, ou même un peu de pression, parce que je parlais tantôt de la protection de la valeur de nos actifs. Nous, on appelle ça la résilience financière. On a fait, au Fonds immobilier, on a fait un projet de recherche-action en 2023 où on a modélisé un actif, puis on a fait travailler tous les systèmes performants carbone et énergie, puis on les a mis en relation avec les finances. Puis pour vous donner un exemple, une de nos conclusions, c'est que sur une échelle de 10 ans, ou plus ou moins 10 ans,
Un bâtiment vert, un bâtiment bien construit, part avec une prise, mettons, au moment du début de l'investissement, parce qu'il nécessite des coûts supplémentaires, il faut le reconnaître. Il y a des coûts supplémentaires qui sont associés à la performance énergétique, à la performance carbone, du moins présentement. Mais malgré ce départ-là avec une prise sur un horizon de 10 ans, il se trouve à être beaucoup moins touché par les... Tantôt, je parlais des risques d'augmentation des coûts de l'énergie, du carbone, des assurances, puis je n'ai même pas parlé des banques, où il y aurait probablement une difficulté d'accès à leur argent à prêter. Ça fait que donc, on se ramasse avec un actif au bout de 10 ans qui est rendu à peu près 130 de la valeur initiale. À l'inverse, un bâtiment, je vais l'appeler brun, un bâtiment qui a beaucoup moins de contenu environnemental, est exposé à des risques et va être touché à chaque fois qu'il y aura, par exemple, une augmentation des coûts d'énergie s'il performe mal. Il va être touché par rapport à son contenu carbone. Il va être touché à différents égards comme ça. Et il pourrait même être touché, on l'a modélisé, nous autres, à la 7e année, par une obligation de rétrofit ou de redéveloppement ou de modernisation. Parce qu'on ignore où s'en va la réglementation. Ça fait que si la réglementation nous frappe suffisamment fort pour qu'un actif perde de la valeur de façon importante, elle pourrait forcer le propriétaire à investir dedans bien avant le temps où il avait prévu le faire. Dans ces circonstances-là, sur un horizon de 10 ans, bien, on a mesuré une perte d'à peu près 20 de la valeur initiale à la 7e année. Et si un rétrofit s'imposait, 80 de perte de la valeur initiale. Donc, c'est majeur. On peut faire dire toutes sortes de choses aux statistiques, évidemment, là, mais ce qu'il faut retenir, c'est les courbes que ça représente qui, pour nous autres, prennent beaucoup d'importance maintenant. C'est intéressant ce que tu disais à l'instant, Serge. On ignore où va la réglementation. Quand j'ai entendu « ignore », j'ai pensé tout de suite, on ignore où s'en va aussi le climat. On le voit, bon, cet hiver, même cette année, 2023, qui est l'année la plus chaude, on a établi des records. On dépasse possiblement déjà là, la cible de 1,5 degré qui était fixée via l'accord de Paris. Mais ça, c'est une autre incertitude qui s'ajoute peut-être autant dans la partie calcul puis réflexion du carbone opérationnel et intrinsèque, puis aussi sur la partie risque, comment on se projette dans le temps pour voir comment l'évolution future du climat, finalement, va venir influencer nos pratiques. En fait, peut-être, justement, tu mentionnes cette deuxième facette dont on n'aborde pas tant au niveau du carbone intrinsèque, qui est celui de l'adaptation. Mais c'est sûr qu'avec cet enjeu-là, si on revient à la notion de ESG, donc le E, de bien quantifier le fameux E, on est à réfléchir à cette transition. Donc, comment répondre à l'accord de Paris du 1,5 degré, donc en se fixant des cibles, les cibles basées sur la science, et les organisations sont à développer à l'heure actuelle ces fameuses cibles. Donc, on parle beaucoup d'efficience manufacturière, mais là, c'est de dire comment on peut pallier à ce risque-là. C'est de développer une façon de réfléchir le risque climatique pour son entreprise. Et là, chacun des secteurs s'est donné des façons d'y arriver selon qu'on est en agriculture, selon qu'on est dans le secteur de la construction. Et évidemment, ça demande un engagement très important du conseil d'administration. Et là, on va vers le G de ce ESG, évidemment, pour s'assurer que, finalement, les risques climatiques sont réellement compris, suivis et réduits au maximum dans cette notion de gestion du risque au final. Ouais. Puis les administrateurs de société se voient... prennent de plus en plus... se voient voir imposer de plus en plus de responsabilités quant à la gestion des risques qui sont associés au changement climatique. Un exemple de ça, c'est que si nous, par exemple, évaluons de la mauvaise façon la valeur de notre portefeuille, puis qui est frappé par des risques importants au cours des 5 prochaines années, on aura involontairement induit nos actionnaires en erreur en établissant la valeur d'un actif, la valeur de notre portefeuille, de notre action, oui, au mauvais niveau. Tu sais. Alors, c'est fondamental que tout le monde aille chercher des formations, soit conscient de la responsabilité qu'ils ont. Puis, par rapport pour répondre à ta question sur, tu sais, c'est difficile dans des circonstances actuelles de planifier quelque chose dans un environnement aussi changeant. Il faut utiliser ce qu'on a sous la main. Tu sais, nous autres, on travaille avec GRESB, qui est un benchmark, en français,
un comparateur, si je peux l'appeler comme ça. Étalonnage. Un étalonneur. Donc, c'est un benchmark qui nous permet non seulement de nous positionner par rapport à nos pairs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de bien puis pas bien, là, mais surtout qui nous permet de... Moi, je l'utilise en création de valeur. C'est-à-dire que les résultats que va nous donner GRESB vont nous identifier là où on est bon, puis à retenir là où on a besoin de s'améliorer. Pour moi, c'est des outils comme ça qui font en sorte qu'on soit en mesure, malgré le fait qu'on ne peut pas prédire ce qui va nous arriver, de prendre déjà au moins un certain nombre d'actions de la bonne façon, dans le bon sens. Plutôt, aujourd'hui, tu abordais la question là, de l'offre et de la demande. Puis bon, on sait que l'offre se développe, puis les méthodologies de calcul se développent, les professionnels sont de mieux en mieux formés. La demande, elle, d'où elle vient, comment elle va évoluer? Est-ce que tu peux en dire plus un peu à ce sujet-là? Je pense qu'on est encore... tu parlais de maturité, je pense, du marché. Là. J'aime ça dire qu'on est au CPA de la maturité du marché, mais pas à tous égards. Là, je rigole un peu. Mais on a encore pas mal de chemin à faire. Il faut le reconnaître. On prend conscience collectivement de ce qui est en train de se passer. Ça devient réellement une question de valeur dans les organisations. Il y a des organisations qui vont moins s'en préoccuper ou pas du tout. Il y en a d'autres pour lesquelles la valeur est importante. Nous autres, le leg qu'on laisse, on le considère, on s'en préoccupe. On est dans un petit peu ce contexte-là où les changements vont être induits par le groupe de ceux qui se sentent concernés par la chose. Puis, on entendait parler tantôt dans une des conférences, il y a eu un effet de boule de neige qui finit par se créer, ce qu'on souhaite qui nous arrive à nous autres. Puis que ceux qui prennent cette voie-là, qui la travaillent, qui font en sorte qui font avancer la démarche, bien, finissent par faire des petits, puis que ça devienne une culture. Ouais. Cet effet boule de neige-là, entre autres, là, pour l'exemple de la France, c'est arrivé à cause de la réglementation RE 2020. Il y a des efforts de normalisation en cours au Québec. Ça, comment ça va affecter tous les facteurs ESG puis la comptabilisation du carbone intrinsèque? Si je vais dans la notion de normalisation, je pourrais peut-être faire un pas en arrière sur un éléphant dans la pièce qui est celui de la réglementation de façon générale. Donc là, on est dans un moment où il y a un projet de loi, le projet de loi 21 sur la performance environnementale des bâtiments. On est toujours un peu frileux à la réglementation, mais de plus en plus d'organisations se rendent compte de l'importance, parce que si on veut jouer sur le même terrain de compétitivité, bien, il faut que les règles soient les mêmes. Donc, les entreprises qui ont mis de l'avant plus tôt, mais se disent à un certain moment donné, où est la possibilité justement de frayer mon chemin à travers tout ça. Donc, la réglementation par exemple, si on se penche sur celle qui a été mise en place par la Ville de Montréal, donc de divulgation, éventuellement de cotation. Donc, on est vraiment dans une réflexion de seuil relié à dans ce cas-ci, à une énergie, donc plutôt le carbone opérationnel, mais de plus en plus d'organisations vont tenir en compte du carbone intrinsèque. Donc, si je regarde ce qui se passe du côté de nos voisins, donc aux États-Unis, on a ce qu'on appelle ces Buy Clean Act ou encore tout ce qui est approvisionnement et on va avoir établi des seuils en termes de carbone intrinsèque. On a vu la France qui, elle, a développé des seuils de carbone par mètre carré au niveau carbone intrinsèque toujours. Toronto le fait. Même chose du côté de Vancouver. Donc, on se dit peut-être que ces normes dont tu parles ou encore une fois ces réglementations-là, on est peut-être au balbutiement pour le Québec, mais je pense qu'elles vont amener une certaine, peut-être une facilité, un même langage pour que les entreprises soient réellement compétitives sur ce marché-là et pouvoir mieux se positionner. C'est ça, parce qu'il y a la question quand même de la concurrence équitable aussi qui rentre en ligne de compte. Absolument. Oui, puis tu sais, il ne faut pas sous-estimer l'importance de la réglementation. Elle fait vraiment un travail extrêmement positif dans le développement de l'industrie, du marché puis de l'environnement. Elle est nécessaire, tant que moi, parce que nous autres, on peut construire un immeuble, un actif extrêmement performant du point de vue environnemental. Notre voisin en fait un semblable, entre guillemets, du point de vue architectural, mais celui-là traditionnel, disons. Mm-hmm.
peu de gens vont être capables de faire la différence entre les deux. Probablement que le traditionnel va vendre ses espaces moins cher. Ça fait que le client qui n'est pas avisé le client qui n'est pas avisé, il risque de choisir celui qui est traditionnel sans même savoir dans quoi il vient de s'embarquer. Ça fait que donc, il est essentiel que la réglementation se resserre puis qu'elle nous amène à jouer tous dans la même partie. Oui, parce que pour la quantité de temps qu'on passe dans les bâtiments, quand même, on les connaît de manière générale assez peu. Là. C'est vrai que du point de vue de quelqu'un qui cherche un logement, ou comme c'est le contexte souvent en ce moment, on n'a pas nécessairement cette information-là sur puis surtout, est-ce que ça rentre en ligne de compte? Là? Est-ce que le bâtiment a un impact plus fort ou moins fort en termes de carbone, puis surtout combien il me coûte? Là? Le carbone intrinsèque, c'est l'enveloppe. Souvent, les matériaux, on les voit pas. Même, c'est un décor qu'on voit à l'intérieur, puis on ignore un peu ce qu'il y a dans la composition de nos murs, puis comment la toiture a été fabriquée. Fait que donc, ça peut pas être juste volontaire. Il faut sortir de ça, puis s'en aller ailleurs, là, je pense. Mais il y a une partie du volontaire qui a fonctionné, mais je pense qu'on est rendu au bout de ce qui était possible de faire avec le volontaire et évidemment d'établir des règles qui seraient les plus ambitieuses et qui permettraient justement d'avoir un même langage va assurer justement un passage peut-être moins douloureux sur justement l'intégration du carbone intrinsèque notamment. Et tu parlais du projet de loi tout à l'heure du gouvernement du Québec, PL 41, je pense. Là, il y a... c'est inspiré pas mal de ce que la France fait là, avec son DPE, là, le diagnostic de performance énergétique et environnementale, mais déjà, eux autres ont fixé là-bas un certain nombre de critères. Ils analysent leurs bâtiments. C'est obligatoire. C'est audité par des tierces parties. Puis, tu finis avec une cote, une catégorie, puis pour les pires catégories, disons, les moins performantes, puis là, c'est en carbone, puis c'est en performance énergétique aussi. Pour les moins performantes, pour le propriétaire, tu pourrais ne plus pouvoir mettre ton logement loué sur le marché, Puis à la limite, tu pourrais même ne plus être capable d'avoir le droit de vendre ton actif, à moins que tu corriges la situation. Ça fait que, tu sais, c'est pas loin de nous autres, là, tout ça. On baigne dedans, puis là, parfois, on fait comme c'est dans l'angle mort, mais je pense qu'il est temps qu'on sorte ça de notre angle mort puis qu'on le considère. Une question que tu as abordée plus tôt, Juliane, c'est le déplacement d'impact. Puis je me demandais justement, est-ce qu'il y a des risques de déplacer en introduisant justement des réglementations sur le carbone intrinsèque? On sait que dans les bilans nationaux, les bilans provinciaux au provincial et au fédéral, on comptabilise les GES qui sont produits au Québec ou au Canada. Est-ce qu'il y a un risque en favorisant des bâtiments à faible carbone intrinsèque qu'on favorise indirectement une importation de matériaux qui seraient produits ailleurs, qui ne seraient pas comptabilisés dans les objectifs qu'on a au niveau national, mais qui baisseraient finalement artificiellement nos émissions dans nos bilans, mais qui, dans l'absolu, pourraient augmenter l'impact de nos bâtiments? C'est une excellente question. En fait, c'est une question qu'on s'est posée nous-mêmes au début de la pandémie, étant donné qu'il y avait des frontières qui étaient fermées. Et on est venu nous voir pour développer une étude justement pour tenter de comprendre quel était le positionnement des produits québécois en termes de carbone intrinsèque, toujours vis-à-vis du reste du Canada et des frontières, mettons, qui sont celles plus rapprochées en termes de marché, puis même de se permettre de comparer aussi avec le reste du monde. Et on mise souvent, et on en a parlé encore aujourd'hui, sur le fait que les entreprises québécoises, on a cette hydroélectricité qui va être plus écologique ou plus faible carbone et qui permettrait d'avoir peut-être cette réponse à plus faible carbone. En fait, dans cette étude, on a pu voir qu'on avait quand même un bon positionnement au niveau de certains types de familles de matériaux, mais on ne peut pas se baser uniquement sur je dirais, le bas carbone de l'hydroélectricité. Évidemment, nos usines ne fonctionnent pas qu'à ce type d'énergie-là. Et en plus, il faut comptabiliser le fait qu'on doit avoir des usines
usine efficiente. Donc, il y a énormément de facteurs qui vont venir influencer ça et la chaîne d'approvisionnement de l'usine même va aussi venir influencer. Légèrement, les transports, on pointe du doigt souvent les transports, mais ce n'est pas l'élément qui va être le plus impactant sur le cycle de vie d'un produit de construction, mais on va quand même l'intégrer. Et donc, on s'est rendu compte on faisait bonne figure au final, mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère et on doit s'assurer d'avoir cette compétitivité. Donc, effectivement, avec les politiques d'approvisionnement qui sont mises en place aux États-Unis, ben nous, on se doit de le faire également et le choix a été fait sur les seuils carbone intrinsèques. Donc, pourquoi pas le faire également de notre côté? Puis, tu sais, c'est tellement facile, bête et méchant d'aller s'approvisionner outre frontières, mettons, juste sous prétexte que ça coûte moins cher. Tu sais. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne connaissance du calcul du carbone intrinsèque. Puis si tu ne l'as pas, d'aller la chercher là, pour t'entourer adéquatement. Puis tu sais, je pense qu'on a une opportunité de développer une économie au Québec. À partir du moment où ces informations-là circulent, que les gens les comprennent, que la population en général en soit informée, puis que les chaînes d'approvisionnement se verdissent, si on peut le dire comme ça, bien, tu sais, on a effectivement cette capacité-là de faire les choses autrement. Puis j'irai un petit peu plus loin. On dit souvent que le coût de l'énergie au Québec nous nuit du point de vue environnemental parce que c'est tellement pas cher qu'on peut en consommer. Mm-hmm. C'est moins vrai aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, mais c'est le résultat de ça, c'est effectivement qu'on déplace on déplace beaucoup la pression vers le carbone intrinsèque. C'est relativement plus facile de travailler en opérationnel qu'en intrinsèque. Puis les résultats le montrent. On est capable de diminuer cette pression-là sur le carbone opérationnel. Mais profitons-en donc pour se tourner vers l'intrinsèque, en faire une business, être capable de s'améliorer. Pourquoi pas? On a cette opportunité-là au Québec de le faire. Par le passé, des études quand même qui ont démontré que par rapport à d'autres secteurs, le secteur de la construction, c'est un secteur qui pouvait être parfois plus conservateur ou qui pouvait être où ça peut être prendre plus de temps pour implanter des changements. On a aussi une industrie qui est très fragmentée avec plusieurs plus petits joueurs de plus petite ou de moyenne taille. Est-ce que vous voyez ça comme des obstacles? Est-ce que ces nouveaux changements-là, ces nouvelles pratiques des carbones intrinsèques, c'est seulement pour les gros joueurs? L'industrie de la construction, puis moi, j'en vis depuis un bon bout de temps, là. En fait, j'ai passé ma carrière là-dedans. Tout est son contraire. Tu sais, on a des technologies extrêmement performantes. Elles sont disponibles. On les utilise. Puis en même temps, on résiste au changement. Des fois, on a de l'air d'une bande de dinosaures qui prenons beaucoup de temps à changer notre fusil d'épaule, là. Fait qu'il y a un peu de tout ça dans l'industrie. Je ne serais pas prête à dire que les plus grands... Effectivement, c'est vrai ce que tu dis. Je pense que c'est 75 ou 80 des entreprises en construction au Québec qui sont de petites entreprises. On parle de 5-10 employés ou à peu près. Là, mais je ne suis pas prête à dire que ce sont juste les grands qui prennent le virage. Il y a beaucoup de petites entreprises, des PME en construction, surtout celles de nouvelle génération ou pour lesquelles les propriétaires fondateurs tiennent ça dans leurs valeurs, là, qui prennent le virage, qui sont brillants, qui ont des solutions vraiment intéressantes. Ça fait que donc, tu sais, c'est un mélange de toutes sortes de choses, là, puis moi, je les ramène toutes aux valeurs de ceux qui dirigent les entreprises. Ça fait que les petites entreprises, ça ne demande pas, par exemple, prendre un virage carbone pour une petite entreprise, ça ne demande pas la structure de prendre un virage BIM, par exemple. Parce que si tu es 5 employés, puis que toute la gang sont au chantier, puis que tu fais ta comptabilité de nuit, bien, BIM est peut-être moins dans tes objectifs à court terme. Le carbone, c'est une autre chose. Tu n'as pas besoin d'une infrastructure lourde et coûteuse. C'est vraiment une culture, c'est vraiment d'aller chercher l'information, de t'éduquer, de t'instruire. Puis moi, je pense que j'en connais des très bonnes, des petites entreprises qui sont tournées vers le carbone. Peut-être juste pour ajouter, je dis souvent que je suis tombée dans la marmite. Je ne viens pas du secteur de la construction. Et ce qui m'a vraiment
porté justement par mon rôle au niveau de Bâtiments durables Québec, c'est le professionnalisme de l'ensemble de l'industrie, la capacité justement à innover avec peu et de voir à quel point les connaissances étaient disponibles chez nous au Québec. Donc, tu le mentionnais, tout est son contraire, c'est vrai, mais il y a aussi tout. Il y a beaucoup de tout. Et c'est vraiment ça qui est venu me charmer en me disant, wow, il y a ici un bassin de gens qui veulent faire véritablement des changements et qui ont ce souci d'aller chercher des bonnes pratiques ou de bien faire les choses. Et oui, effectivement, il y a plus de facilité parfois. Les grands donneurs d'ouvrages ou encore les grandes organisations vont avoir les ressources nécessaires pour faire ces changements-là, mais ils vont ouvrir la voie aux plus petits qui parfois peuvent avoir plus d'agilité à mettre en place certaines choses. Donc, on a vu aussi ces joueurs-là, finalement, travailler sur l'échiquier pour faire avancer les choses d'une manière, tant les grands que les plus petits joueurs. Je suis tout à fait d'accord avec Serge. Au niveau de l'intégration du BIM, par exemple, c'est un éléphant à prendre par bouchée pour certaines organisations, mais encore là, on a des plus grandes organisations qui ont tenté de faire des choses plus rapidement et de se concerter. Et il y a des organisations plus de type associative aussi qui font ce travail-là. Donc tout ça, tout cet écosystème fait avancer les choses d'une certaine manière. Et oui, on a un secteur conservateur, mais je pense qu'il bouillonne, il se fait, je dirais, en fait, il y a un grand bouillon de capacité derrière tout ça qui fait avancer peut-être plus vite qu'on l'aurait. Oui, puis j'ajouterais que les grandes entreprises sont collées sur les grands projets. Et les grands donneurs d'ordre, tu sais, on parlait du milieu de la finance tout à l'heure, les grands donneurs d'ordre, eux autres commencent à imposer des règles. Ça fait qu'assurément que ça va descendre dans toute la chaîne d'approvisionnement. Tu sais. Les petits vont devoir s'adapter. L'industrie manufacturière doit s'adapter. Tout ça, c'est un effet d'entraînement qui part d'une demande souvent des grands projets. Ou encore, je le vois aussi du côté artisanal. Tu sais, on voit les gens qui travaillent dans l'artisanal. J'étais au Salon des matériaux biosourcés à Rivière-du-Loup il y a quelques mois. Puis on rencontrait des entreprises, là, ils sont vraiment extrêmement motivés, là, tu sais. Et des gens brillants, mais des petites entreprises sont encore au niveau artisanal. Et bien, tout ça, c'est en train d'évoluer. Tout ça, c'est en train de prendre sa place dans le marché. Puis, ça revient à l'offre et la demande. Plus l'offre va être grande, plus la demande va être grande, plus l'offre va se développer. Et ces entreprises-là vont finir par faire la différence, je pense. Merci beaucoup, Juliane Chaillet, Serge Cormier, d'avoir été là avec nous dans cet épisode sur le carbone intrinsèque, les facteurs ESG, la gestion de risque en entreprise. Merci de votre participation. Merci. Charles. Merci. Merci.